Bonjour à tous, donc il y a quelques jours, le 30 juin 2018, on a fait une conférence grand public avec Thibaut, organisée par l'Association française de transhumanisme et le café Mobilis Immobili qui nous ont gentiment accueillis lors de cet événement. Donc on a fait ça sur une terrasse dans la rue à Châtelet et c'était le 30 juin 2018 et donc pour ceux d'entre vous qui ont une bonne mémoire, c'était le jour du match France-Argentine. Donc voilà, il y a quelques cris que vous allez entendre de temps en temps. Et surtout, de façon encore plus problématique, c'était le même jour que la Pride. Il y a beaucoup de bruit et c'est assez difficile parfois de s'entendre. Donc voilà, donc la qualité audio est pas tip top. En plus, on n'avait pas de micro pour enregistrer les questions du public. Du coup, bon, bah, ça donne quelque chose qui est pas tip top niveau audio, mais je pense que nos interventions à Thibaut et moi sont assez écoutables. En tout cas, voilà, on a essayé de le mettre quand même sur Axiom et j'espère que ça vous plaira. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet amusant, la mort. Alors, comme vous le savez sans doute, il y a plein de pistes de recherche tout à fait sérieuses pour lutter contre le vieillissement. Et il y a déjà plusieurs laboratoires qui se penchent dessus. Alors, bien sûr, c'est un sujet extrêmement complexe, mais on peut raisonnablement penser que si on y mettait les moyens, on pourrait parvenir, au bout d'un moment, à ralentir le vieillissement, voire à le stopper ou même à l'inverser. Et on pourrait alors vivre sans limitation de durée, à condition de ne pas se faire écraser comme une poêle de coton. Après tout, lorsque les États-Unis ont décidé d'aller sur la Lune, ce qui semblait complètement fou il y a un siècle, eh bien, ils y ont mis le budget et ils y sont parvenus. Alors, il y a plein de conférences sur le sujet qui se demandent dans quelle mesure c'est possible, qui essayent de prédire de grandes dates, mais aujourd'hui, on ne va pas se demander si c'est possible, ou bien quand est-ce que ça va arriver. En fait, admettons que ce soit possible. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est souhaitable? Et d'après le sondage à la fin de la dernière vidéo de Monsieur Phi, 35% pensent que ce serait plutôt une bonne chose, et 49% pensent que ce serait plutôt une mauvaise chose. Donc, s'il y avait un référendum demain matin, eh ben, il faudrait détruire tous les vaccins contre le vieillissement. Donc, Thibaut Hellé, vous qui pensez que ce serait une bonne chose de rendre le vieillissement facultatif, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Restez là. Ok, bonjour à tous. Tout d'abord, je dois dire que parler comme ça ici, dans ce format, c'est j'ai jamais fait ça. Je sais pas si j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, donc c'est ultra intimidant. Hein, j'ai l'impression de parler à tout Paris. En plus, il y a Gay Pride qui est bientôt passé, et puis voilà, on va essayer d'être plus important que le match de l'équipe de France. Allez les Bleus. Bref, tout ça pour dire que soyez indulgents. Sinon, par rapport au sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que la mort il faut investir pour lutter contre. C'est pas tellement à cette question que je vais répondre. Je vais laisser Thibaut faire le travail difficile. Moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est un peu plus de la morale en général. Et notamment, on va essayer de se poser la question de, voilà, on a des intuitions morales. Pourquoi? Et est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce qu'elles peuvent progresser? Je pense que c'est une notion assez récurrente, si on pense aux philosophes des Lumières, cette idée de progrès des valeurs morales. Et puis bon, il y a plein d'exemples, si je prends l'esclavage ou autre, où on parle souvent, en tout cas, de progrès de la morale. Et pour vous parler de ça, en fait, il y a vraiment un bouquin sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, qui est un livre de Jonathan Haidt. Donc, Jonathan Haidt, c'est un psychologue qui dit, le titre c'est The Righteous Mind, l'esprit qui cherche à être juste au sens bien, moralement bien. Et le sous-titre c'est pourquoi est-ce que finalement lorsqu'on parle de morale et de politique et de religion, qui sont souvent des trucs un peu associés, on a tendance à toujours s'en mettre plein la gueule. C'est-à-dire c'est très difficile de parler de sujets comme la morale ou comme la politique ou comme la religion sans quelque part sentir que l'autre a tort, ou que l'autre il fait chier quoi l'autre. On a tendance à avoir une relation assez conflictuelle quand il s'agit de parler de morale, de politique ou de religion. Et c'est bizarre parce qu'on veut tous bien faire. Je veux dire, aujourd'hui, ici, si vous êtes venus, a priori, c'est parce que d'une certaine manière, vous posez des questions et que, en tout cas, moi, je me pose des questions et je veux avant tout bien faire.
Mais il se trouve que bien faire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puisque, voilà, mettez deux personnes, voilà, un démocrate, un républicain, un croyant, un non-croyant, un pro-Mélenchon, un pro-Macron dans une même salle, même s'ils veulent bien faire, c'est difficile. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Alors, l'une des idées fondamentales du livre de Jonathan Haidt, je vais regarder un petit peu le temps, ouais. L'une des idées fondamentales du bouquin de Jonathan Haidt, c'est en fait, il y a vraiment deux phrases importantes. La première, c'est intuition first, reasoning second. Donc l'intuition d'abord, le raisonnement ensuite. Donc selon Jonathan Haidt, la plupart du temps, quand on pense à ces sujets, à la morale, à la politique, à la religion, on a tendance à avoir d'abord une opinion, une intuition, et ensuite on va essayer de construire un argumentaire pour essayer d'expliquer pourquoi notre intuition est bonne. Et je pense que voilà, si on pense à la mort, à la vieillesse, à des choses comme ça, on a envie de conclure. On a un avis d'abord, et c'est souvent ensuite qu'on va chercher à le raisonner, à le justifier. Et c'est très dangereux de faire ça parce que lorsque l'on fait ça, inéluctablement, on va être amené à uniquement chercher des arguments qui défendent de notre intuition. Et c'est pour ça que les gens s'opposent souvent sur la morale, la religion ou la politique, c'est que chacun a d'abord un avis et tout ce qui va à l'encontre de cet avis est vu comme une menace. On a tendance à être en position de défense, en position de combat, en position de soldat, en position de hooligan, supporter, c'est le cas de le dire en ce moment avec la Coupe du Monde de foot, et à vouloir que notre camp gagne. Et ça, c'est très dangereux. C'est d'autant plus dangereux qu'en fait, on a pas mal de biais. Donc ça, il y a toute une littérature en psychologie qui étudie ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire les façons dont on pense qui sont systématiquement mauvaises. Donc, parmi ces biais, il y en a vraiment toute une longue liste. Donc aujourd'hui, je vais juste en lister 3. Il y a le biais de familiarité. Donc le biais de familiarité, c'est quoi? C'est dire qu'on aime ce qui nous est familier. On a tendance à aimer, voilà, j'ai l'habitude de faire ça, et on va attribuer une valeur morale positive de façon inconsciente. C'est juste qu'on a l'habitude de faire ça. Donc il y a une expérience qui a montré cela, qui a par exemple pris 2 universités aux États-Unis. Et dans une université, voilà, il y a des journaux universitaires écrits par les étudiants. Et dans les journaux pour les 2 universités, ils ont mis des mots qui voulaient rien dire. Une liste de mots qui veulent rien dire. Je les ai plus en tête, mais des trucs, voilà, des espèces de mots charabia. Et ce qu'ils ont fait, c'est que pour une université, ils ont mis pas mal de certains mots. Pour l'autre université, ils ont mis pas mal de l'autre mot. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé aux étudiants des 2 universités de noter sur une échelle de bien à pas bien les mots qui ont été purement inventés. Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, les mots que les gens lisaient, c'est-à-dire si un étudiant qui était dans une université, qui recevait certains articles et qui lisait régulièrement un certain mot qui voulait rien dire, en fait, l'étudiant avait fini par aimer ce mot. Voilà, donc ça, c'est un biais assez récurrent. C'est le biais de familiarité qui explique d'autres biais, par exemple le biais du statu quo. On a tendance à vouloir que quelque chose ne change pas parce que on est habitué à notre quotidien. Un autre biais dont je vais parler aujourd'hui, c'est le biais de disponibilité, qui est le fait qu'on donne beaucoup d'importance à ce qui nous vient à l'esprit. C'est difficile de raisonner par rapport à ceux qu'on ne sait pas. Encore plus difficile de raisonner par rapport à ceux qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Si on n'est pas conscient de quelque chose, c'est difficile de lui donner une importance adéquate. A l'inverse, on a tendance à donner beaucoup d'importance à ce qui nous vient facilement à l'esprit. Donc l'exemple caricatural de ça, j'ai envie de dire presque caricatural, c'est tout ce qui passe à la télé de façon générale, mais en particulier, par exemple, si on pense au terrorisme, on a tendance à mettre beaucoup d'importance, beaucoup de valeur à éviter le terrorisme. Je ne dis pas que c'est mal de vouloir éviter le terrorisme. Le terrorisme, je ne dis pas que c'est cool, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais l'importance qu'on donne au terrorisme est peut-être disproportionnée par rapport à l'effet qu'a effectivement le terrorisme. Donc, par exemple, si on regarde en termes de nombre de morts, là, il n'y a vraiment pas photo. Par exemple, les voitures sont incroyablement plus dangereuses que le terrorisme. Et la vieillesse, en particulier, est encore bien plusieurs ordres d'échelle plus dangereuses que le terrorisme. Voilà. Alors, le truc, c'est que la vieillesse, c'est pas un truc dont on parle souvent. En fait, un autre biais de disponibilité qui vient à l'esprit, là, c'est lorsqu'on parle de lutter contre la mort, je pense qu'il y a immédiatement dans notre tête des réflexions inconscientes qui émergent, et notamment des exemples de méchants dans des films.
Parce que souvent dans un film, quand quelqu'un veut lutter contre la mort, veut devenir immortel, souvent c'est un méchant. C'est les méchants qui veulent devenir immortels dans les films. C'est souvent la motivation des méchants. Et même de façon inconsciente, il y a un lien entre ce qui nous vient à l'esprit facilement, cet exemple de méchant qui veut devenir immortel, et l'intuition morale qu'on se fait. Enfin, un troisième point que je veux aborder, que j'ai encore oublié, c'est le biais des coûts irrécupérables. Le biais des coûts irrécupérables, c'est quoi? Voilà, on a passé pas mal de temps à investir dans quelque chose, on a envie de finir le truc. Donc là, il y a un exemple assez classique, c'est, voilà, imaginez, vous êtes PDG d'une entreprise, vous avez investi 30 milliards dans un projet, et là, on vous dit, en fait, non, pour finir le projet, ça va falloir encore 20 ans, il va falloir mettre un autre 5 milliards. On va dire 5 milliards, c'est pas tant par rapport aux 30 milliards précédents, et plutôt que de fermer le projet et lancer un autre projet à 5 milliards qui vaudrait plus le coup, qui aura plus de chances d'aboutir, on va avoir tendance à vouloir finir les projets qui ont été lancés. Donc là, il y a une excellente vidéo de David Wapre, c'est étonnant, notamment sur le sujet. Et dans le cadre de la mort, si on y réfléchit, il y a beaucoup de champs de recherche qui ont été lancés, donc, voilà, par exemple sur tout ce qui est Alzheimer, Parkinson, les cancers et tout ça, plein de champs de recherche qui ont été lancés, sur lesquels il y a des milliards d'investis. Et voilà, une intuition qui vient de ce biais des coûts irrécupérables, qui vous dit, c'est-à-dire il faudrait aller au bout de ces recherches. Ça serait dommage d'arrêter en si bon chemin. Alors que peut-être que voilà, c'est un biais, on a tendance à insister trop sur ça, et peut-être que du coup, ça vaut le coup de juste changer complètement l'allocation des ressources et peut-être investir davantage dans un autre type de recherche, par exemple, sur comment essayer de rester en bonne santé, avec des cellules jeunes, en bonne santé pendant plus de temps. Voilà, donc ça c'était un peu sur les intuitions morales. Donc je pense que c'est important à chaque fois que vous exprimez une intuition morale de vous demander d'où est-ce qu'elle vient et est-ce qu'elle n'est pas motivée par un certain biais, et ensuite lorsque vous cherchez à défendre, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un argumentaire juste pour défendre votre intuition plutôt que peser vraiment les pour et les contre. Donc voilà, ensuite il y a une autre phrase importante dans le livre de Jonathan Haidt, qui est la phrase Morality binds and blinds. Donc en français, la morale unit et aveugle. C'est moins classe en français, binds and blinds c'est joli, mais donc voilà, en français, du coup ça veut dire que lorsqu'on parle de morale, c'est avant tout un élément fédérateur. C'est ce qui nous fait vivre ensemble. La morale, c'est quelque chose de très puissant. Ça nous permet d'avoir des fondations communes, des piliers communs. Ça nous permet de savoir comment interagir avec les gens qui nous sont proches. C'est un peu comme le foot. Le foot permet de réunir des gens, et les Français ne sont jamais plus français que pendant une Coupe du Monde. La morale, c'est un peu pareil. Quand on parle de grandes valeurs morales, on n'est jamais plus proche des gens autour de nous que lorsque l'on parle de ces valeurs morales qui nous sont chères et qui nous identifient d'une certaine manière. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la deuxième partie, donc ça binds, et donc ça nous unit, mais ça aussi, ça nous aveugle. Parce que la meilleure façon pour aider notre équipe, c'est un peu de s'oublier soi-même et de se mettre à la place de l'équipe, et du coup d'embrasser toutes les valeurs, tout ce qui fait notre équipe, tous les symboles de notre équipe. Et ça nous pousse du coup à une certaine sacralisation des valeurs de nos groupes, plutôt que de principes fondamentaux, enfin moraux autres qui n'appartiennent pas au groupe. En particulier, si on y réfléchit, je ne vais pas faire cette digression, mais donc c'est très difficile de raisonner par rapport à la morale, parce que d'une certaine manière, si vous imaginez que la morale est un être et quelque chose qui habite chacun d'entre nous et qui nous permet de vivre ensemble, la stratégie optimale de cette morale, c'est de chercher à nous pousser à faire des trucs moraux et à nous faire négliger, à nous rendre un peu aveugles par rapport aux alternatives. C'est vraiment sur ça que j'ai envie d'insister, et des trucs qui nous paraissent évidents aujourd'hui ont été pendant longtemps des trucs qui étaient invisibles pour la plupart des gens. Donc par exemple tous les problèmes d'esclavage ou la discrimination des femmes, les inégalités en société, tout ça, c'est quelque chose il y a 2 siècles, même il y a 1 siècle, voire même encore aujourd'hui dans certains pays, c'est des choses qui ne semblent pas poser problème à ces gens-là. La morale rend aveugle par rapport à ces différents problèmes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la morale va quand même évoluer.
C'est-à-dire que ce qu'on pensait il y a 200 ans n'est pas forcément ce qu'on pense aujourd'hui. Par exemple, il y a Gay Pride qui va bientôt passer, par exemple, par rapport à l'homosexualité, notre position morale vis-à-vis de l'homosexualité a énormément évolué au cours des dernières décennies. Ok. Ça va, j'ai pas dit de bêtises encore. Donc nos morales évoluent et dans le futur, on peut imaginer qu'elles continueront à évoluer. Il y a des trucs qui aujourd'hui nous semblent complètement, enfin qu'on ignore complètement, qui ne sont pas du tout des problèmes moraux, voire qui sont très mauvais. Et c'est très possible que ces choses-là, dans 10, 20, 100 ans, on en vienne à penser que, voilà, ça se trouve, les gens, dans 100 ans, ils reviendront dans le passé aujourd'hui, nous diront, mais c'est incroyable qu'à cette époque, ils pouvaient penser que X. Donc, je pense que quand on parle de morale, c'est assez intéressant, en tout cas, je trouve, d'essayer de se demander ce que des gens qui réfléchiraient plus à ces problèmes, qui auraient d'autres influences, qui seraient dans un autre contexte environnemental, social, dans un autre contexte technologique également, qu'est-ce que ces gens penseraient dans ce genre de situation? Et finalement, est-ce que nous, dans ce futur, on ne penserait pas des choses différentes de ce qu'on pense aujourd'hui? La morale évolue, je pense que c'est quelque chose d'assez évident, mais il faut essayer d'anticiper ça. Et ça m'amène à une notion assez intéressante qui a été introduite par Yudkowsky, qui est la notion de Coherent Extrapolated Volition. Donc, ce que ça veut dire, c'est en français, ça serait quelque chose comme la volition cohérente extrapolée, qui déjà pose une limite à la morale, qui est qu'il faut qu'elle soit, ça serait bien si elle était cohérente, ça serait une bonne chose déjà. C'est pas facile d'avoir une morale cohérente, avec tous les biais, vous pouvez imaginer, il y a plein d'incohérences dans la morale de chacun d'entre nous. Et l'autre idée, c'est extrapolated, c'est evolution, c'est l'idée, non seulement il faut se poser la question de ce que l'on veut, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est peut-être plus la question de ce que l'on voudrait si on était plus informé et qu'on avait plus réfléchi à ces questions. Voilà, c'est un peu la manière dont j'aimerais poser le débat moral. C'est pas tant qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, chacun d'entre nous comme ça, mais qu'est-ce que les gens autour de nous veulent, pourquoi est-ce qu'ils le veulent, et peut-être encore mieux, qu'est-ce que l'ensemble d'entre nous voudrait si on avait plus de temps pour réfléchir, si on était plus informé, et surtout si on évoluait dans des contextes qui étaient potentiellement très 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 différents. Voilà, donc ceci clôt ma présentation, et maintenant je vais laisser Thibaut vous parler des trucs plus compliqués. Bon, bonjour. Eh bien, bonjour. Donc, merci à Alexandre, ici présent, à l'Association française transhumaniste, et puis à Ving pour le cadre qui est quand même très sympa. Moi, je vais vous parler un peu plus de la mort et du vieillissement. Et puis, j'ai été sérieux, j'ai même écrit un texte, donc je vais essentiellement le lire. Et puis, voilà. Puis après, on en discutera. Voilà. Donc, premier point, nous dépensons énormément d'argent et d'énergie à lutter contre tout un ensemble de processus biologiques qui sont cause de mort, de souffrance, de handicap. Et voilà, ça s'appelle la médecine globalement, et on fait même des choses assez incroyables en ce sens, comme par exemple transplanter le cœur d'un individu dans un autre individu, ou même carrément fabriquer un cœur artificiel pour voilà, remplacer un cœur organique défaillant. Et c'est quand même bien, et puis je pense que vous êtes plutôt d'accord sur le fait de faire des recherches dans ce sens-là, et voilà, enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait de faire toutes ces recherches, fermons les hôpitaux et puis fermons les labos de recherche, etc. Je pense que vous êtes plutôt d'accord sur le fait que oui, s'il y a quelque chose qui cause la mort, la souffrance, le handicap, etc., a priori c'est une bonne raison pour ne pas l'accepter, pour essayer de lutter contre, c'est ce qu'on appelle la médecine. Et la première et la plus simple des choses à voir, c'est que le vieillissement est typiquement une de ces choses qui est un processus biologique qui cause du handicap, de la souffrance et ultimement de la mort, et c'est même aujourd'hui la principale cause de mort en fait, surtout dans les pays développés. Et du coup, pourquoi ne pas considérer le vieillissement comme une maladie dégénérative ou un ensemble de maladies dégénératives dont, comme pour n'importe quel autre, comme pour Alzheimer par exemple, nous pourrions chercher à nous prémunir. Alors vous me direz peut-être que c'est différent parce que c'est normal et c'est naturel de vieillir, à quoi je répondrai qu'il est normal et naturel d'être vulnérable à la diphtérie, au tétanos, la polio, etc. et que nous avons pourtant cherché à ne plus l'être.
Et nous y sommes parvenus grâce au vaccin. Et si vous y réfléchissez bien, notre immunité face à toutes ces maladies infectieuses est déjà une transformation assez incroyable de ce qui était auparavant notre état normal et naturel. Vous êtes tous déjà dans un état qui n'est pas normal et naturel si vous êtes vaccinés. On est un peu des surhumains, autrement dit. On est déjà des surhumains de ce point de vue-là. De même, avec mes gènes, par exemple, il est assez inévitable que je sois myope. Et pourtant, je ne suis pas myope. Voilà, parce que je me suis fait opérer comme pas mal de gens. Donc, voilà, notre état naturel et notre état normal est perfectible et nous n'avons aucun problème à le modifier pour tout un tas de choses. Et du coup, pourquoi en serait-il différemment du vieillissement? Alors, bien sûr que naturellement, nous sommes voués à vieillir et à mourir au bout d'un certain temps du fait de notre vieillissement, de la même façon que nous sommes naturellement voués à être vulnérables à des tas d'horribles maladies infectieuses, mais pourquoi s'en accommoder? Alors, on va faire quelques expériences de pensée pour se rendre compte pourquoi c'est pas si étonnant de considérer le vieillissement comme une maladie finalement, comme une forme de maladie. Supposez que suite à une anomalie génétique heureuse, une partie de la population ne vieillisse pas. Ou alors très peu, vraiment très lentement. Et ça existe dans le règne animal, hein, des êtres vivants qui vieillissent très lentement. Donc supposez qu'une anomalie heureuse ait fait qu'une partie de la population humaine soit dans cet état-là. Qu'est-ce que vous voudriez en faire de cette partie de la population humaine? Est-ce que vous voudriez leur inoculer la vieillesse pour les remettre dans cet état normal et naturel? Est-ce que vous voudriez les handicaper progressivement et les infliger des souffrances comme ça progressivement et puis arriver vers 120 ans, les exécuter? Je pense pas quand même. Bon, après ça dépend. Hein. Autre question, imaginez que cette anomalie elle soit très rare. En fait, ce soit plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il soit anormal de vieillir. C'est-à-dire que cette anomalie, elle concernerait quelque chose comme 20% de la population. Si c'était le cas, voilà, si seulement 20% de la population était sujet à ce vieillissement très rapide en quelques décennies. Est-ce qu'il n'est pas clair que dans cette situation-là, on considérerait cette pathologie comme une pathologie, c'est-à-dire comme quelque chose qu'il faut combattre, et sans doute on organiserait je sais pas, des sortes de télétons où on essaierait de récolter plein d'argent pour la recherche et pour aider à aider ces pauvres vieillissants, je pense. Enfin, supposez que nous rencontrions une tribu d'êtres humains chez qui le vieillissement est beaucoup plus rapide. Disons que ça se produit à partir de 15 ans, ça n'empêche pas la reproduction, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait viable, mais ça commence à partir de 15 ans, à 30 ans l'individu est un vieillard, et à 40 ans ça n'existe pas, les gens de 40 ans. On meurt entre 30 et 40 ans grand max. Tout à fait possible, biologiquement, il suffirait d'un mauvais hasard génétique, ça pourrait arriver. D'ailleurs, il y a des pathologies qui consistent en un vieillissement accéléré, et personne ne considère que c'est très bien. Et ça pourrait être le cas normal. Imaginez une tribu chez qui ce serait le cas normal. Est-ce que vous regarderez cette sénescence accélérée, ce vieillissement accéléré, comme une maladie contre laquelle il faut lutter? Je pense que tout le monde regarderait ça comme ça. Si on arrive dans cette tribu, on leur dit vous êtes atteint d'une forme très rare de maladie contre laquelle il serait intéressant de lutter. Et qu'est-ce que vous penseriez des membres de cette tribu qui vous diraient mais non, c'est normal, c'est naturel, ça a toujours été comme ça, qu'est-ce que vous nous voulez arrêtez, c'est très bien, c'est comme ça, on meurt, on devient vieux à 30 ans, puis avant 40 ans, on meurt, c'est comme ça. Je pense de la même façon, vous considéreriez que non, en fait, ou alors vous devriez l'accepter pour vous aussi. C'est-à-dire que si vous découvriez que vous êtes dans cet état-là, vous ne devriez pas avoir envie plus que ça d'y résister. Pourquoi est-ce que notre vieillissement à partir de 30 ans pour mourir à 85 en moyenne, disons, et puis 120 max, ça nous paraît ok, mais si c'est 3 fois plus rapide, ça ne l'est plus et ça devient une maladie. Et si vous aviez un curseur qui vous permettrait de régler finement le rythme du vieillissement, qu'est-ce que vous feriez de ce curseur? Si je vous posais la question pour n'importe quelle autre maladie, par exemple si je vous posais la question sur le cancer, je pense que vous n'auriez pas de problème à dire le curseur je le pousse de telle façon à ce que l'apparition du cancer soit le plus tardif possible et que son évolution soit la plus lente possible. Et si possible même je fais en sorte que ça n'apparaisse jamais. Pourquoi est-ce que pour le vieillissement vous auriez une autre attitude? Pourquoi est-ce que vous auriez envie peut-être de le laisser juste à sa place en disant le rythme du vieillissement que nous connaissons nous là maintenant, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut pour, je sais pas, pour nous motiver, c'est parfait pour l'espèce humaine. Dès que vous commencez à envisager tous ces autres cas, vous vous rendez compte que c'est assez arbitraire en fait. C'est assez hasardeux que ce soit tombé sur ces valeurs-là, et c'est assez arbitraire de vouloir les laisser dans cet état-là. Maintenant, supposons qu'on accepte de toucher à ce curseur du vieillissement, c'est-à-dire d'essayer de le ralentir, voire de le rendre négligent, de quasiment le stopper.
qu'est-ce que ça implique exactement? Est-ce qu'il s'agit de devenir immortel? Est-ce qu'on est dans une quête d'immortalité lorsqu'on essaye de guérir, de soigner, de traiter, de ralentir le vieillissement? Eh bien non, je ne pense pas qu'on soit là-dedans, et je pense qu'il faut vraiment essayer de détacher ça de ce thème de l'immortalité. On n'est pas plus en train de chercher l'immortalité quand on cherche à soigner le vieillissement que lorsqu'on essaye de soigner n'importe quelle autre cause de mort. Ou sinon, dans ce cas, c'est chercher l'immortalité que de développer des vaccins, si vous voulez. Dans tous les cas, on essaye effectivement de ne pas mourir. Donc dans ce sens-là, on pourrait dire c'est une quête d'immortalité, mais pas plus que pour le reste de la médecine, pour ainsi dire. Donc voilà, je voudrais qu'on arrête de parler avec ces histoires d'immortalité et encore plus d'éternité. On parle juste de lutter contre ce qui est aujourd'hui la cause la plus importante de mortalité. Rien de plus. Ça ne veut pas dire que la mort disparaît, ça veut juste dire qu'elle devient plus rare et que sa probabilité n'augmente plus significativement avec l'âge. Voilà, c'est essentiellement ça que ça veut dire. Donc arrêtons de parler d'immortalité et parlons seulement de grande longévité, une longévité de plusieurs siècles. Si on disposait d'un traitement contre le vieillissement, cela rendrait possible et même probable qu'une partie, voire une majorité des êtres humains vivant en bonne santé aujourd'hui le soient encore au 22e, 23e, 24e siècle. C'est essentiellement ça l'enjeu. Et même envisager ça, c'est déjà plus que ce qu'on peut vraiment envisager. J'ai pas envie d'envisager au-delà de ça. Pourquoi j'ai pas envie d'envisager au-delà de ça? C'est parce que c'est un point très important quand on réfléchit à toutes ces questions-là. Il faut bien comprendre que décrire ce que sera la société dans 2 siècles, c'est absolument hasardeux. Qui peut me dire à quoi ressemblera le 24e siècle? Si quelqu'un a une réponse, elle est probablement fausse. Et j'ai envie de dire que la difficulté de répondre à cette question-là, elle est plus grande que la difficulté qu'aurait eu un Babylonien d'essayer de décrire les sociétés humaines dans 3000 ans. Et je ferais plus confiance à la réponse d'un Babylonien qui ferait une prédiction pour dans 3000 ans, à un être humain d'aujourd'hui qui ferait une prédiction pour dans 2 siècles. On est à une époque d'incertitude extrême, et c'est important d'en prendre la mesure lorsqu'on discute ces questions de longévité qui justement mettent en jeu des échelles de temps assez importantes. Donc lorsqu'on me demande qu'est-ce qu'on ferait d'une longévité de plusieurs siècles, j'ai envie de dire, il est extrêmement difficile de répondre à cette question-là parce que tout dépend de ce que ces siècles seront et nous n'en savons foutrement rien. Voilà, il faut prendre acte du fait qu'on ne sait rien du 24e siècle avec ou sans vieillissement. Quant aux effets d'une longévité de plusieurs dizaines de milliers d'années, voire de millions d'années, ça n'a strictement aucun sens de poser cette question aujourd'hui. Voilà, c'est dommage, on aimerait peut-être y répondre, mais ça n'a aucun sens et on n'a rien d'intelligent à dire à ce sujet-là, je pense. La seule chose certaine, c'est que le monde va radicalement changer. Nous allons faire face au cours du siècle à des défis majeurs et d'une ampleur sans précédent et qui auront un impact énorme sur les siècles suivants. Et ces défis, on devra les relever avec ou sans vieillissement. Donc, quelle que soit notre espérance de vie, on devra relever ces défis. Et donc, la question est, pour autant que nous sachions, avons-nous des raisons de penser que chercher aujourd'hui à lutter contre le vieillissement ne soit pas, en fin de compte, bénéfique et souhaitable? C'est juste ça. C'est une question relativement modeste en réalité. Alors évidemment, ce qui est souhaitable et bénéfique, c'est assez compliqué d'y répondre parce que ça repose in fine sur des considérations morales. Et on ne va pas mettre tout le monde d'accord sur la morale, pour des raisons assez évidentes, que tu as plutôt bien développées, effectivement. Mais en tout cas, il y a quand même des choses sur lesquelles, globalement, on s'accorde et qui semblent assez acceptables, comme par exemple, la souffrance et la mort de toute l'humanité présente, a priori, c'est pas une bonne chose. Qui est pour? Ok, tuez-le. Donc voilà, de ce point de vue, le vieillissement qui est amené à causer la souffrance et la mort de tous les êtres humains présents, c'est a priori quelque chose de pas souhaitable. Toute chose égale par ailleurs, j'insiste sur le toute chose égale par ailleurs, si nous pouvions arrêter de souffrir et mourir à cause du vieillissement, ce serait a priori souhaitable. Toute chose égale par ailleurs. On peut s'accorder là-dessus aussi, tout de même. Alors évidemment, je pense que, et c'est là que la discussion va commencer, vous allez me dire que, ok, en soi, c'est un aspect positif, mais ça peut être négligeable, surtout si vous êtes conséquentialiste, donc vous envisagez les actions par rapport aux conséquences qu'elles ont. Cet aspect positif, il peut être négligeable par rapport à d'autres aspects négatifs, et j'imagine que la discussion va beaucoup tourner autour de ça, et je sais déjà la question qui va être posée, du coup j'ai une suite du texte, mais je vais attendre qu'elle sorte pour prendre la suite du texte. Voilà, on peut s'arrêter là, et voilà, maintenant j'ai envie de discuter de vos objections par rapport à ce projet-là d'essayer de lutter contre le vieillissement, et voilà, et je te laisse reprendre le micro. Okay, alors je ne vais pas poser toutes les questions sur la surpopulation, j'ai plus une question sur la question de comment définir, comment peut évoluer la morale par la suite. Et
et surtout comment se poser la question de comment elle peut s'améliorer en mieux et qu'est-ce que ça veut dire mieux. Et du coup, la question que j'ai formulée comme ça, c'est comment est-ce qu'on pourrait, si on voit d'un point de vue conséquentialiste, comment est-ce qu'on pourrait bien écrire la fonction objectif qu'on essaye d'optimiser, et qu'est-ce que ça veut dire bien déjà, quels sont les critères, et comment on définit à qui profite déjà cette morale, et déjà comment on l'écrit, voilà. Tu vois, c'est question philo. Donc je fais la philo aujourd'hui. Tu fais les questions de biologie. Alors je pense que c'est la question la plus difficile. Voilà. Pour moi, il y a les deux grandes questions, c'est comment savoir et comment choisir la morale. Comment savoir, j'ai écrit un livre dessus, publié à EDP Sciences, si vous voulez jeter un œil. Idéal. Comment choisir ce qu'on veut, ça me paraît extrêmement difficile, et aujourd'hui, il n'y a pas forcément de très bonnes réponses, malheureusement. Et je ne sais même pas s'il y a moyen de trouver une bonne réponse. C'est un peu une question, un peu comme comment choisir un scrutin ensemble. Va falloir prendre une décision collective, du coup il faut faire un scrutin pour choisir les scrutins. Donc là c'est un petit peu la même chose, il faut qu'on se mette d'accord sur une morale avec différentes valeurs morales. Donc, du coup c'est une question extrêmement difficile. Ceci étant dit, moi mon objectif ça serait plus de pas forcément avoir un truc idéal, mais un truc avec lequel une très grande proportion des gens sont à peu près d'accord sur certains points. Essayer de au moins identifier des points sur lesquels on est vraiment tous d'accord. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de souffrance, parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord que la souffrance c'est pas cool. Enfin, moi j'aime pas souffrir et j'aime pas voir quelqu'un souffrir. Et c'est déjà des premières briques qui me semblent déjà importantes à mettre dans une programmation de la morale, qui je pense est d'ailleurs une grande question qui va se poser, notamment avec les intelligences artificielles, et qui se pose en fait déjà parce que les intelligences artificielles ont déjà pas mal d'influence. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, franchement, tu as bien répondu. Bon, question suivante alors. Alors, merci beaucoup pour la conférence. J'aimerais poser la question que Thibaut attend. Comment est-ce qu'on gère la surpopulation? Comment on gère une société où plus personne ne meurt? Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ok. Donc effectivement, c'est la question qui revient tout le temps. Voilà, par exemple, dans ma vidéo, assez souvent les gens, j'ai souvent le commentaire un mot, surpopulation, comme si voilà, c'était bon. Alors, il y a pas mal de choses à dire et mine de rien, c'est pas si intuitif que ça. Donc, on va prendre son temps pour y répondre. La chose la plus importante, c'est que le facteur important dans l'évolution de la population et voilà, son taux de croissance, c'est le taux de fécondité. C'est pas l'espérance de vie. En gros, si vous avez un taux de fécondité qui est supérieur à 2, voilà, plus de 2 enfants par femme, sur un certain nombre de générations, c'est forcément une croissance exponentielle. Si c'est en dessous de 2, même si l'espérance de vie est infinie, la population se stabilise. Ça peut sembler un petit peu étrange, mais c'est le cas. Voilà, c'est un petit peu comme le paradoxe de Zénon, si vous voulez, la population va croître, mais ce sera toujours à un rythme plus lent, et voilà, ça ralentira. Et tout le monde aura autant d'enfants qu'il veut, sauf éventuellement les derniers. Mais disons, voilà, ça se stabilise. C'est ça l'idée, c'est que l'important, c'est de maîtriser le taux de fécondité qui sont inférieurs à 2. Si vous avez ça, peu importe l'espérance de vie, et voilà, la population va se stabiliser. Alors, donc voilà, si vous êtes vraiment super inquiet à propos de la surpopulation, tellement inquiet en fait que vous êtes prêt à infliger à l'humanité une lente maladie dégénérative qui touche tous les êtres humains, bien sachez que vous vous trompez de cible. C'est-à-dire que le plus important, c'est d'avoir, vous devriez militer avant tout pour des programmes qui visent à limiter le taux de fécondité. Et ça tombe bien parce qu'en plus c'est plutôt gentil, parce que laisser des épidémies courir parce que ça régule la population, c'est plutôt méchant. Par contre, limiter le taux de fécondité, la méthode la plus efficace qu'on ait trouvée aujourd'hui, c'est le développement économique et l'accès à la contraception. Donc c'est plutôt des trucs sympas. Voilà, en gros, voilà, si vraiment votre angoisse c'est la surpopulation, sachez que l'espérance de vie n'est pas un gros problème. J'ai un deuxième point qui, à mon avis, est important. C'est que vous avez peut-être l'idée que si là on claquait des doigts, il n'y avait plus de vieux, vraiment, on soignait totalement le vieillissement, la vieillesse même totalement, ça serait tout de suite, ça serait intenable. Il y aurait une sorte d'explosion de population, et je pense que ça tient à une sorte de vision de la démographie où il y aurait un espèce de flux extrêmement tendu de naissance et de mort.
Voilà, il faut vraiment que vite les vieux se cassent pour laisser la place aux jeunes, sinon tout va exploser. Et en fait, c'est faux. Et je pense que ça tient à une mauvaise perception des ordres de grandeur auxquels on a affaire. Donc, je vais juste prendre un petit peu de temps pour regarder les chiffres. En 2016, on était 7,4 milliards. Et il y a eu 135 millions de naissances et 55 millions de morts. Alors, c'est des gros chiffres, et pour rendre ça un petit peu intuitif, j'ai tout divisé par 1 million. Donc, à partir de maintenant, voilà, tout est divisé par 1 million. Donc, on va dire, on était en 2016 7400. Il y a eu 135 naissances et 55 morts, ce qui fait une augmentation nette de 80 personnes. Donc on est passé de 7400 à 7480 et ça représente une augmentation de 1,1%. Ok ? Donc le taux de croissance à ce moment-là, c'est 1,1%. Sur les 55 morts de cette année-là, il y en a 15 qui ne sont pas du tout liés au vieillissement, c'est des accidents, c'est je ne sais pas quoi. Il y en a, et sur les 40 autres, c'est difficile d'imputer les 40 autres au vieillissement. En fait, même en voyant large, disons, allez, on en attribue 30 au vieillissement, vraiment directement au vieillissement. Donc ça veut dire que là, si on avait claqué des doigts et fait en sorte que non seulement le vieillissement soit stoppé, mais même que la vieillesse disparaisse instantanément de l'espèce humaine en 2016, ça aurait sauvé 30 personnes, en l'occurrence. Donc autrement dit, au lieu d'une augmentation de 80, on aurait eu une augmentation de 110. En termes de pourcentage, en termes de taux de croissance, on serait passé d'une augmentation de 1,1% de la population à une augmentation de 1,5%. Donc on est sur du 0,4% d'impact sur le taux de croissance. Alors c'est significatif, hein, évidemment, c'est quand même vraiment important, 0,4%, je ne dis pas que c'est négligeable, mais je pense que ça ne ressemble pas vraiment à l'idée que vous vous faisiez de « on stoppe le vieillissement et tout à coup le monde explose ». On en est très très loin. Juste pour mémoire, dans les années 60, ce taux de croissance, il était de 2%. Il était même au-dessus de 2% en fait. Et en gros, ce taux de croissance, il a diminué en 40 ans, il a diminué disons de moitié. Pourquoi est-ce qu'il a diminué de moitié? Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus d'épidémies, de plus en plus de gens meurent? Absolument pas. En fait, pendant cette période-là, la mortalité, l'espérance de vie n'a fait qu'augmenter. Si ça a diminué, encore une fois, on y revient, c'est parce que le taux de fécondité a chuté de façon spectaculaire. Il est passé de 5 enfants par femme dans les années 60 à 2,5 à partir des années 2000 en gros. Donc, encore une fois, c'est ça qui est important. Si vous êtes inquiet à propos de la surpopulation, sachez que l'espérance de vie n'a pas un impact si important que ça sur l'évolution de la population. Donc voilà, vous êtes inquiet à propos de la surpopulation, très bien, pourquoi pas, mais vous vous trompez de cible en pensant que ce serait un gros problème si on arrêtait de vieillir. Même en claquant des doigts, ce ne serait pas un si gros problème. Ça augmenterait le taux de croissance de la population, mais pas à des niveaux hallucinants. Voilà, c'est essentiellement ça ce que j'avais envie de dire. Et donc c'est une très mauvaise objection pour toutes ces raisons-là, ça m'énerve de la revoir tout le temps. Et juste un dernier point, c'est que voilà, quand bien même on aurait vraiment des très gros problèmes de surpopulation, ok, quand même on aurait des très gros problèmes de surpopulation, et ça pourrait arriver encore une fois qu'il y ait vieillissement ou pas en fait, parce que vous voyez bien que le truc important c'est le taux de fécondité, et ça c'est difficile à maîtriser. Au pire, bon bah voilà, des politiques antinatalistes un petit peu violentes, j'ai envie de dire même ça, ce qui pourrait arriver qu'il y ait du vieillissement ou pas d'ailleurs, même ça me paraît nettement moins sinistre que de laisser des épidémies réguler des populations. Voilà, j'ai envie de dire, laisser des épidémies et des pandémies comme la pandémie de sénescence réguler une population, c'est juste absolument horrible. On a oublié à quel point c'est horrible. Et c'est aussi horrible, si vous voulez, que laisser des épidémies de choléra, comme il y en avait tout le temps en Europe et dans le monde pendant les derniers siècles, décimer régulièrement les populations. Non seulement c'est absolument horrible, mais en plus c'est absolument inefficace. Donc voilà. Expliquez-moi encore pourquoi la surpopulation est un bon argument, mais après tout ça, je vois pas. Voilà. On a marqué. Je vais juste rajouter un petit peu, juste par rapport à... Parce qu'il a parlé du paradoxe de Zénon, je ne sais pas si tout le monde le connaît, du coup je vais juste l'expliquer. Ça sera l'occasion pour moi de faire un peu de maths aujourd'hui. Donc l'idée c'est... Attends, je suis peut-être un peu près... Bon, alors, imaginez, là, vous avez toute la population. Imaginez que chaque génération, il y a un enfant par femme. Donc il y a toute la génération. Donc la génération suivante, il y aura la moitié de ce qu'il y avait avant. D'accord? Donc on avait une unité de 1, on passe à 1,5. Puis ensuite, il y a la moitié de ce qui reste, donc ça fait encore un quart. Et puis la moitié d'un quart, ça fait un huitième, et ainsi de suite. Et si on additionne tout, on a juste un truc qui est juste 2 fois plus grand que ce qu'on avait au début. C'est pour dire que si on a un taux de fécondité inférieur à 2, bon là si 1 c'est vraiment faible, mais même s'il a 1,9 en gros, in fine, dans tout le futur de l'humanité, le nombre total de personnes qu'il y aura sur
sur Terre et qu'il y aura eu sur Terre est un nombre qui est de l'ordre de dizaines de milliards, donc pas un truc non plus énorme. Voilà. Et alors, du coup, l'objection que j'avais à faire sur justement le risque de surpopulation, bon, on va pas ressortir l'équation différentielle de la démographie, mais tu as dit que du coup, la population se stabiliserait du moment qu'on a un taux de natalité inférieur à 2. Oui, cette théorie, c'est intuitif. Par contre, à quelle population on va se stabiliser? Là est toute la problématique, à mon avis. Parce que tant qu'on est en dessous d'eux, effectivement, on ne va pas avoir une croissance exponentielle, on va dire indéfinie. Par contre, on aura forcément une stabilisation. Par contre, si on a une stabilisation à 100 milliards d'individus sur la planète, ça pose quand même un problème. Bien que la population soit stabilisée. Et est-ce que c'est une objection au fait de stopper le vieillissement en fait? C'est ça toute la question. Encore une fois, tu poses les bonnes questions qui est de dire c'est la valeur du taux de fécondité qui est importante. Pardon. Donc, oui, très juste. Déjà, j'ai envie de dire, le moment où ça peut se stabiliser, c'est très loin dans l'avenir. Et qu'encore une fois, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, je pense que se poser trop de questions par rapport à des perspectives qui sont ultra éloignées, pour nous maintenant, c'est un peu énervant de se dire ça, mais vraiment, c'est pas pertinent parce que le changement auquel on va faire face dans les prochains siècles est trop grand pour faire des espèces de décisions de cet ordre-là par rapport à un horizon qui est trop lointain. Par contre, et puis de façon plus générale, simplement, effectivement, oui, le taux de fécondité, c'est encore une fois, c'est ça qui va déterminer ce résultat final et pas l'espérance de vie. Donc finalement, ça reste dans le même sens. Ça ne vaut pas comme objection contre le fait de chercher à lutter contre le vieillissement. Ouais, du coup, j'avais une autre objection Sur le taux de natalité aussi, est-ce que si les individus vivent plusieurs siècles, est-ce qu'on ne va pas forcément avoir une explosion du taux de natalité? Simplement parce que du coup, l'horloge biologique des femmes sera d'autant plus longue, et du coup, il n'y aura plus ce frein pour les familles, par exemple, pour certaines femmes ou certains couples de refaire leur vie de manière indéfinie, comme ça, sur plusieurs générations, et à chaque fois refonder les familles. Et, voilà. Mais encore une fois, même ce droit-là, si vous l'accordiez, le fait que tout le monde, de façon générale, soit encouragé à faire plus de 2, 3, 4 enfants pour autant de vie qu'ils veulent, encore une fois, ce serait néfaste qu'il y ait ou non du vieillissement. Donc c'est encore une fois pas une objection au fait de chercher à lutter contre le vieillissement. Moi, mon principal truc, c'est de dire, en réalité, contrairement aux intuitions qu'on pourrait avoir, si vous faites disparaître le vieillissement là maintenant, l'impact il n'est pas aussi grand qu'on se l'imagine. Déjà parce qu'on meurt pour plein d'autres raisons, déjà parce que ça serait sans doute assez lent, et parce que sur les trucs d'évolution de la population à long terme, c'est pas vraiment un facteur pertinent. Oui, alors juste rajouter, donc s'il y a 1,9 enfants par femme, l'idée c'est que le nombre total de personnes qui aura existé dans toute l'histoire de l'humanité sera à peu près de 100 milliards, fois 10 en gros ce qu'on a aujourd'hui. C'est un ordre de grandeur. Si on regarde du côté des technologies, quelle que soit la technologie, en particulier en informatique, mais si vous regardez aussi en agriculture, tout ce que vous voulez, en médecine encore plus, les progrès sont de beaucoup d'ordres de grandeur, c'est pas un ordre de grandeur, quoi. Vous pouvez imaginer que voilà, dans 100 ans, l'ordre de grandeur de la production agricole sera, sans doute beaucoup plus grande. Donc moi j'ai une question, Léa on a parlé un petit peu tout à l'heure de la Gay Pride, et on a vu que les sociétés, la morale évolue avec le temps. Or, c'est peut-être une intuition un peu fausse, mais on a l'impression que ça évolue beaucoup avec les nouvelles générations et les enfants qui sont impliqués, dans lesquels on inculque de nouvelles valeurs. Par exemple, le réchauffement climatique, les gens n'y faisaient pas trop attention avant notre génération, et c'est vraiment devenu quelque chose de central qui va peut-être influencer aussi nos parents. Est-ce que dans une société où tout le monde vit plus lentement ou plus du tout, la morale serait encore capable d'évoluer? Tu veux répondre? Non, ouais. Comme tu veux. Tu veux répondre? Je sais pas. Tu veux répondre? Non, c'est une question très difficile, hein. C'est d'imaginer. Donc, il y a Anders Sandberg là, qui a fait un podcast récemment qui parlait de ça, sur l'évolution de ce qu'on pense. Et donc, il y a une fameuse citation qui est de Planck, un physicien qui dit que la science progresse une funéraille à la fois. À chaque fois qu'un physicien meurt, il y a des nouvelles idées qui apparaissent. Oui, c'est possible que il y a des processus, mais il faut se dire que
si on arrive à vivre plus longtemps en meilleure santé, il y a plein de choses qui changent, quoi. La manière dont on change, on pourra peut-être plus s'adapter plus facilement aux technologies. Voilà, c'est difficile de prédire quoi que ce soit sur un futur aussi, dans un monde aussi différent. Oui. Donc c'est très difficile de répondre à ce genre de questions. Je pense qu'on est beaucoup en train de projeter quand on pense à ces trucs-là. Je sais pas, nos grands-parents un petit peu réactionnaires en se disant bah, ça voudrait dire transformer toute l'humanité en ça, quelque chose comme ça. Et c'est voilà, justement, l'idée de vivre extrêmement longtemps, d'avoir cette ouverture sur un temps beaucoup plus long, ça peut vraiment changer la façon dont on perçoit le monde, justement. Je pense que une des raisons pour lesquelles on finit par se refermer et être assez réactionnaire, c'est qu'on sent la mort venir, tout simplement. On est toujours en train de louer les effets que ça a, la mortalité, sur le fait que, je sais pas, c'est parce que tu te sens mortel que tu as envie de faire des grandes choses. Personnellement, c'est pas le cas. Mais on oublie que ça peut aussi avoir des effets négatifs, et je pense que, typiquement, sentir la mort venir, ça peut rendre aigri, ça peut rendre réactionnaire, ça peut donner une sorte de nostalgie du temps où on était en meilleure santé, on était plus en forme, etc. Donc, c'est très difficile, j'ai envie de dire c'est des questions de psychologie, il y en aura qui réagiront d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon, c'est très difficile à répondre et j'ai absolument pas la réponse, mais j'ai envie de dire, là, par rapport au mal que constitue encore une fois une pandémie qui touche absolument tous les êtres humains, qui les condamne à une lente dégénérescence sur plusieurs décennies, qui les handicape, qui les font souffrir et qui finissent par les tuer tous, ce genre de considérations, même si elles sont intéressantes et peuvent être donner lieu à des réflexions, disons que le mal que ça constitue me paraît beaucoup plus faible. Voilà. Juste, je pense qu'il y a peut-être l'homme va avoir la possibilité d'avoir plusieurs morales dans sa vie, de s'adapter. C'est déjà le cas, mais ils ont du mal à l'accepter. Ouais. Le fait que la morale puisse changer quelque chose pour une personne humaine qui a beaucoup de mal à accepter, quoi. Je pense que c'est. Oui, il y a un côté, le côté, c'est pas grave de t'entêter dans une erreur. Je veux dire, c'est beaucoup moins grave de s'entêter dans une erreur quand on est vieux, parce qu'on finira par mourir et l'erreur mourra avec nous, et on sait très bien ça. J'ai envie de dire, si voilà, vous savez que vous allez vivre vraiment longtemps, vous êtes habitué à changer d'avis, parce que vous n'allez pas toujours rester sur vos mêmes idées, ça paraît plus naturel dans ce cas-là. Bon, voilà. Merci. J'en profite aussi pour remercier pour la qualité de chaînes que vous animez sur YouTube, qui sont vraiment excellentes, et pour en citer aussi une autre, qui s'appelle The Flares, qui est une chaîne d'anticipation sur YouTube, et qui a traité aussi de ce sujet-là, et en posant la question des retraites. Parce que autant, quand on sait qu'il y a une limite, on peut calculer un âge de départ à la retraite. S'il n'y a plus de limite, qu'elle monte pas à la retraite, et autant l'idée d'être immortel est plutôt sexy, autant l'idée de bosser jusqu'à la fin de ses jours, c'est beaucoup moins bien. Juste, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le fait que c'est très difficile de prévoir quoi que ce soit au-delà de plusieurs siècles. J'ai envie de dire, bon, parmi les choses qu'on peut raisonnablement prévoir, c'est que le monde du travail, ce qu'on appelle le travail, et la part de l'homme dans ce travail-là va complètement changer d'ici le prochain siècle. Donc je pense que ces questions ne se poseront pas, tout simplement. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Je pense pas que tu sois pas d'accord avec ce point-là. Je suis d'accord. En fait, par exemple en Chine, il y avait la loi du seul enfant, il y avait plein d'abus, par exemple des gens qui préféraient avoir un garçon d'une fille et qui tuaient la fille pour avoir un garçon, et ça crée plein de problèmes moraux, ce genre de... Et même qui va décider, qui va pouvoir contrôler ça, la population va permettre à qui de pouvoir te dire qu'est-ce que tu as le droit de faire et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Ça crée plein de problèmes, politiques, moraux, etc. Ouais, parce qu'il y a des problèmes qu'on a déjà, ils ne sont pas du tout spécifiques à la mort. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes de société, plein de trucs qui ne vont pas, plein de trucs... La mort, c'est beaucoup plus important. Bah, je sais pas, est-ce que les problèmes de risque existentiel, je ne veux pas parler de trucs qui vont faire passer pour un fou ici, mais voilà, la santé aujourd'hui, voilà, il y a d'énormes débats de santé, si je prends les vaccins ou autres, quel que soit votre avis, j'essaie de ne pas me mouiller, mais voilà, quel que soit votre avis, le vaccin c'est une question de vie ou de mort, vraiment, pour beaucoup de personnes, quoi, et quel que soit votre avis d'ailleurs, hein, et c'est le fait qu'on prenne tellement ça à cœur qui fait qu'on n'a pas des débats informés, pas forcément très intelligents. Mais bon, ça pour dire que c'est pas du tout un problème spécifique à la mort. Je pense qu'il faut juste qu'on parle beaucoup mieux ensemble, que chacun réfléchisse beaucoup mieux à
voilà, la morale de façon très générale, qu'est-ce qu'on veut dans la société et quelles sont les meilleures façons d'y parvenir. Ouais, alors ça va ressembler un petit peu à ce que j'ai dit à d'autres trucs, c'est qu'il y a une sorte d'asymétrie entre entre les mots que tu envisages, voilà, les problèmes politiques que ça pourrait poser, etc., et le mal actuel que constitue l'existence du vieillissement. Et j'ai envie de dire, ok, ça pourrait être des problèmes, ils pourraient être même importants, ils pourraient être graves, mais d'une part, il y a une incertitude autour du fait qu'on ne saura pas les résoudre ou qu'on les résoudra d'une façon horrible. Je pense que ce n'est pas du tout certain et que justement on a plutôt la possibilité de les résoudre bien. Et d'autre part, l'état actuel il est vraiment horrible. On n'est pas juste en train de se créer des problèmes pour rien, pour ainsi dire. On est en train d'éventuellement se poser ces problèmes-là, et c'est assez incertain qu'ils se poseront vraiment, mais c'est pour lutter contre un problème qui, lui, est tout à fait réel et bien concret, qui consiste à ce que toute l'humanité soit sujet au vieillissement. Voilà. Et je pense qu'on pourra faire ce genre de réponse à plein d'objections. Voilà. N'hésitez pas à vous demander effectivement si votre question est liée au vieillissement ou à quelque chose de lié que déjà la réponse. Bonjour à tous. Moi, du coup, par rapport à tout ce que vous dites, c'est des questions qui sont traitées majoritairement sur le site de l'Association française de transhumanisme. Et du coup, je voulais sortir un peu des questions plus abstraites et philosophiques pour partir du coup dans un peu le conséquentialisme, du coup, où comment est-ce que vous envisagez que le transhumanisme s'inscrive en politique, dans un climat politique. Et parce que vous utilisez beaucoup l'exemple de la médecine, mais on connaît, quand on considère que la science est une pratique, on connaît toutes les choses qui se passent au niveau des laboratoires pharmaceutiques, des privatisations sur l'acquisition de brevets. Comment est-ce que vous pensez que les augmentations, ce genre de choses ne vont pas être commercialisées et réservées à certaines personnes plutôt qu'à d'autres? Et même, imaginons que le travail disparaisse suite à l'automatisation dans quelques années, je pense que même petit à petit, désolé mais je finis vite, même suite à ça, du coup, même les gens qui refuseront d'avoir leur vie augmentée, du coup, est-ce qu'il n'y aura pas une disparité qui petit à petit va se créer quand même, malgré nous, entre ces personnes? Et comment est-ce que vous envisagez, du coup, ces problèmes-là Je vais répondre peut-être un instant, en fait, parce que là, il parlait de l'AFT, donc c'est l'association qui a aidé à cette rencontre. Et effectivement, c'est important de peut-être laisser les gens qui souhaitent mourir. Après, effectivement, ils sont plus là. Voilà, ils sont plus là. Mais c'est une question intéressante. Je vais vous laisser la parole. Donc, est-ce que la question, c'est en gros l'inégalité de l'accès à ces découvertes? Donc, le truc, c'est que n'importe quelle découverte risque d'être l'accès aux soins quand on découvre un nouveau traitement, il risque toujours d'être inégal. Ok, j'ai envie de dire n'importe quel. Vous pouvez être contre n'importe quel progrès en médecine sur cette base-là. Quoi qu'on cherche, ce qu'on cherchera, ce qu'on trouvera, profitera d'abord aux plus riches parce que finalement c'est bien à ça que ça sert d'être riche quelque part. D'une part. Donc voilà, est-ce que vous auriez voulu faire disparaître totalement la pénicilline au moment où on le découvre parce que vous suspectiez les gens qui l'ont découvert de vouloir en faire d'abord en profiter un petit groupe de privilégiés, ce qui est bien possible d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en fait, même si c'était le cas, même si vous aviez de bonnes raisons de le craindre, je pense que vous seriez d'accord pour dire que supprimer les antibiotiques parce que vous aviez peur que, je sais pas, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant peut-être même 100 ans, ça profite seulement à une petite caste de privilégiés, ça aurait été quand même une mauvaise chose parce que, in fine, ça a fini par profiter à tous. Et j'ai envie de dire, si vous êtes d'accord sur le fait que ça profite à tous est une bonne chose, le fait d'accepter qu'éventuellement, parce que c'est pas non plus absolument certain, sur une période relativement longue, ça profite seulement à des privilégiés, c'est pas en soi un argument si fort, ou alors vous devrez accepter des choses assez étranges. D'autre part, je pense que sur un truc comme le vieillissement, on a de bonnes raisons, pas sur les augmentations un petit peu, je dirais, folkloriques que vous pourrez trouver dans le transhumanisme un peu hardcore de la Silicon Valley, mais sur un truc comme le vieillissement, je pense qu'il y a peu de raisons de douter que ce ne serait pas un enjeu collectif et qu'on essaye de lui trouver une prise en charge collective. Aujourd'hui, les maladies qui sont causées par la vieillesse, elles sont prises en charge par la collectivité, elles coûtent très cher.
Voilà, si vous êtes vieux, vous coûtez cher, hein, c'est un truc connu. Et c'est pas grave, on est ok avec ça, c'est très bien, c'est normal. Et pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas autant pour le vieillissement? D'autant plus que ça pourrait vraiment constituer des sortes d'économies. C'est-à-dire que plutôt que payer très cher des traitements, des soins pour des personnes qui, voilà, pour des maladies, pour des troubles qui sont dus au vieillissement, ben, payer aussi cher pour un traitement contre le vieillissement. Ça paraît pas fou. J'ai envie de dire, surtout dans des pays où voilà, l'État prend en charge des tas de dépenses sociales, ce serait pas incroyable d'imaginer que, étant voilà, un enjeu de santé publique, eh bien, ce soit pris en charge par la collectivité. Et j'ai envie de dire, imaginez que ce soit le cas, imaginez qu'on vous assure que c'est le cas, je sais pas, c'est développé par des labos publics et on s'assure que vraiment les résultats ils seront distribués de cette façon-là. Est-ce que c'est vraiment juste ça qui vous bloquez? On écarte ça, on écarte la surpopulation parce que c'est vraiment un argument de merde, et on écarte ça parce que on a plutôt de bonnes raisons de penser que voilà que ça pourrait être réparti également. Est-ce qu'à ce moment-là, là c'est bon, vous dites OK? J'ai l'impression que je prends ces deux exemples-là parce que c'est vraiment les deux arguments qui reviennent le plus là sur ma chaîne en ce moment. Oui. Juste rajouter un truc par rapport aux technologies. Il y a un graphe qui est, je sais pas d'où il vient, mais il y a un graphe sur la vitesse d'adoption des nouvelles technologies. Et c'est fou, en fait, les technologies sont de plus en plus adoptées, de plus en plus rapidement par la quasi-totalité de la population. L'exemple le plus fou, c'est, enfin, il y en a plein, mais bon, typiquement les téléphones aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau modèle, voilà, on se dit l'iPhone, c'était un truc de malade il y a 10 ans. Aujourd'hui, bon, on a tous des téléphones 10 fois plus puissants, enfin, je sais pas combien de fois plus puissants que l'iPhone il y a 10 ans. Donc les coûts des technologies vont chuter, vont se démocratiser. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, effectivement. Au début, c'était il y avait déjà une classe. Donc bonjour. J'avais juste une question et une demande de précision sur la question des pieds, justement. C'est-à-dire que vous dites, et je suis assez d'accord avec vous, qu'il faut combattre la vieillesse, que c'est quelque chose que l'on peut combattre, donc que l'on doit faire. Néanmoins, il y a quelque chose qui me gêne entre guillemets avec ça, c'est que ça fait plus de 2500 ans que les philosophes nous disent qu'on est destiné à mourir, qu'il faut apprendre à mourir, que les stoïciens nous disent même vous avez cité dans votre vidéo Pascal disant ça, puis vous avez quasiment balayé d'un revers de la main en disant que non, aujourd'hui on peut combattre la vieillesse et les moyens que l'on met aujourd'hui sont clairement insuffisants par rapport à ce que l'on devrait faire. Mais à cela, j'avais envie de répondre en voyant la vidéo, je n'ai pas posté de commentaire, que c'est normal vu que ça fait 2500 ans qu'on nous dit qu'on on grandit, on vieillit, on meurt, et vous nous dites pas forcément, non, on peut désormais éviter de vieillir. Et donc pas normal les objections qu'on vous pose vis-à-vis de votre thèse, qui est très forte. Oui. C'est pas étonnant, effectivement, qu'on ait une sorte de réaction d'incrédulité ou de rejet vis-à-vis de ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça illustre très bien un système 1, système 2 de Kahneman. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'intuition que c'est faux. Non, c'est pas possible. Et ensuite, juste, on cherche des raisons. Et donc, la première raison qui vient, c'est la surpopulation, ensuite l'inégalité d'accès aux soins. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous avez discuté avec quelqu'un qui vraiment garde cette intuition que ça doit être faux, en fait, vous rejetez une première raison, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas la raison qu'il a donnée qui le pousse à dire que c'est faux, c'est juste son intuition, son système 1 qui lui dit c'est faux. Et à ce moment-là, c'est difficile de vraiment avoir un dialogue, parce qu'en fait, quels que soient les arguments qu'on vous présente, vous pouvez les rejeter, vous pouvez montrer qu'ils ne tiennent pas, ça ne changera rien, parce qu'en fait, c'est pas les arguments qui justifient la position. Voilà, mais il faut accepter justement de ne pas se laisser avoir par son système 1, et c'est pas évident, et en plus, en l'occurrence, effectivement, il y a toute cette espèce d'aura philosophique qui entoure le fait d'accepter la mort. Et qui est en fin de compte, risque d'en causer beaucoup. Mais oui, c'est très embêtant parce qu'effectivement, et c'est normal, c'est prévisible, j'ai envie de dire, qu'une espèce consciente, intelligente et qui a une vie bornée et qui est souvent pleine de souffrances et qui s'achève assez rapidement en général, invente des tas de raisons de penser que c'est pas si mal. C'est normal. J'ai envie de dire même, voilà, s'il y avait deux espèces, deux populations, une qui était ultra pessimiste parce qu'ils essayaient de combattre la mort, de vivre le plus longtemps possible, et l'autre qui au contraire était plutôt à se dire non, c'est très bien, il faut mourir comme ça et avoir une mort glorieuse, etc. C'est évident que c'est la deuxième population qui serait sélectionnée. Donc on est probablement plutôt sélectionné pour trouver la mort pas si horrible que ça, et même essayer de trouver une grandeur dans la mort. Et voilà, c'est dommage. Tu veux rajouter un truc ? Bonjour, d'abord merci, je suis ravi de vous rencontrer, merci d'avoir poussé Squeezie et Norman de ma playlist sur YouTube et de les avoir remplacés.
Bon, émettons l'hypothèse que la planète soit capable d'encaisser une population qui se stabilise à 3 fois la population actuelle. Émettons l'hypothèse que, en effet, tout le monde ait accès à cette technologie. Pas de problème. Moi, je suis enseignant et j'ai constaté que la vie était hyper sensible aux prédictions initiales. Pour être très clair, très clair, imaginons que vous ayez 1 ou 2% d'avantage intellectuel, alors il est fort probable que sur le long terme, votre avantage intellectuel va vous permettre de faire de meilleures études et potentiellement de capitaliser. La question est la suivante. La mort n'est-elle pas, en fin de compte, un phénomène régulateur qui va permettre à une population d'éviter à une population d'accaparer l'ensemble des richesses et d'asservir le reste de la population? Je ne sais pas si je suis clair, mais grosso modo, les riches, les personnes qui ont la capacité intellectuelle de devenir riches vont devenir de plus en plus, et les personnes qui ont malheureusement en dessous de la moyenne qui n'ont pas cette capacité vont être dans une situation infinie de servitude. Parce que la mort n'est pas un phénomène régulateur super intéressant en fin de compte. C'est peut-être l'importance de la société et des systèmes sociétaux pour la mettre en place. Ce que je veux dire, c'est que on vit dans une société avec des règles, et les règles ont été mises en place pour essayer de faire en sorte qu'on vive le mieux ensemble qui soit. Et voilà, je pense qu'il y a, en effet, s'il n'y a plus de vieillesse, il faut imaginer que la société va être complètement différente et il va falloir s'adapter. Ça ne va pas être facile, mais il y a aucune, enfin, je ne vois pas de raison claire pour laquelle ça serait impossible. Aujourd'hui, on a des services de redistribution des richesses, on a le RSA, on a un revenu minimum, on a les aides sociales. Voilà, on peut continuer dans cette direction. Je ne vois pas d'impossibilité. Encore une fois, j'ai envie de faire le même genre de réponse, c'est-à-dire d'une part, c'est éventuellement des problèmes, mais j'ai envie de dire le changement auquel on va faire face dans le siècle est tel que je suis pas sûr que toutes ces questions-là soient vraiment pertinentes. Genre si on regarde dans 100 ans cette conférence, ils diront ouais, on va se poser des questions étranges. Et en outre, quand bien même ce serait le cas, encore une fois, est-ce que c'est un mal? Déjà c'est un mal qui n'est que possible, je sais même pas quelle probabilité tu y accorderais. Est-ce que ce mal qui n'est que possible, qui a une certaine probabilité, contrebalance vraiment le mal actuel et certain que constitue l'existence du vieillissement? Encore une fois, je pense qu'il y a vraiment de bonnes raisons pour dire que ça, voilà, c'est pas aussi important. Et je crois que c'est tout. Si peut-être un petit truc, parce que c'est une statistique qu'on oublie souvent, c'est que les inégalités augmentent effectivement. Mais la pauvreté diminue de façon assez radicale. C'est quelque chose qu'on oublie à quel point, vous regardez des chiffres sur la pauvreté extrême en particulier, la part de la population qui vit en pauvreté extrême, ça a diminué, mais d'une façon hallucinante. Il faut aller voir sur Our World in Data. Donc voilà, augmentation des inégalités, même si elle est énorme, tu le prévois, si ça s'accompagne toujours avec cette tendance qui est de diminuer la pauvreté, en tout cas, voilà, encore une fois, comparé à la mort, de toute façon, au vieillissement, dans tous les cas, voilà. Alors, moi j'ai une question qui, justement, s'enchaîne pas mal avec celle-ci. Je trouve que la réponse... Je peux avoir un verre d'eau. Je peux avoir un verre d'eau. Parce que c'est à peu près systématiquement le même argument que vous sortez contre toutes les questions sur ce qu'entraînerait les modifications sociales induites par la suppression de la mort, à savoir, mais la société aura évolué d'ici au siècle prochain, on aura complètement revu notre modèle social, et de toute façon, est-ce que ces risques sont tellement importants qu'on veuille vraiment pas supprimer la mort? Je trouve qu'en fait, ça fait très Paris pascalien cet argument. Grosso modo, le gain, ou l'espérance du gain induit par la suppression de la mort, c'est plus l'infini. L'espérance de la perte induite par un tel changement de société, c'est petit, en tout cas c'est fini. Donc allons-y, faisons pari, il faut forcément être transhumaniste, les autres positions ne se défendent pas. Et en fait, moi le pari pascalien, je ne marche pas dedans, alors je ne vois pas pourquoi je marcherais dans ce pari aussi. C'est un petit peu un sophisme par association, j'ai envie de dire. Mais le parallèle, il est pas mauvais, mais j'ai envie de dire, il est plus rationnel justement, parce que je suis pas en train de dire que c'est plus l'infini d'un côté, je suis en train de dire que c'est plus beaucoup, énormément et certain. De l'autre côté, tous les mots qu'on met en comparaison, ils sont plus faibles
est beaucoup plus incertain. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et donc si vous avez un pari d'un côté, vous avez un gain qui est très important et qui est certain. De l'autre côté, vous avez des risques, voilà, des mauvaises issues, mais qui sont incertaines et qui sont pas si graves comparées à l'autre valeur. Bah là, ça devient rationnel. Voilà. Donc c'est l'idée de parier. C'est plus simplement l'idée de parier par rapport à différentes informations que vous avez. Ça, c'est rationnel. Hein. Le pari pascalien, il est discutable pour d'autres aspects. Il n'y a rien d'infini dans tout ça. Je dis juste, il y a un gain très important d'un côté. C'est pas l'immortalité aussi. Ouais, c'est pas l'immortalité. Je suis même pas. Vous ne serez pas tous vivants d'ici 3 siècles, je pense pas. Je parierais pas là-dessus. Même si on guérissait le vieillissement. Donc je pense qu'une question qui est intéressante à se poser, c'est si on devait parier, à quoi ressemblerait la société du futur dans 100 ans? Et voilà, il faut vraiment parier, enfin vraiment se dire, voilà, quelle probabilité j'assigne au fait que le monde soit encore avec une société voilà, comme celle qu'on a aujourd'hui, où une grosse partie de la population travaille encore à cultiver les terres ou à produire dans des usines ou dans l'industrie du service. Dans 100 ans, ça me paraît très improbable. Voilà, il y a des paris à faire. Donc c'est un peu l'idée aussi de mon livre, c'est essayer de toujours raisonner en termes probabilistes, d'imaginer tous les scénarios possibles. Et si on essaie vraiment de se projeter dans 100 ans, mais vraiment faire l'effort, pas juste se dire je sais pas, ça me paraît très irrationnel de supposer que les choses vont rester telles qu'elles sont, tout simplement parce que depuis 10 ans ou 20 ans, c'est fou à quel point le monde a changé, quoi. Et il continuera, ça pas improbable que ça ne continue pas à changer à un tel rythme. Et en particulier, notamment les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, c'est des trucs qui vont complètement bouleverser beaucoup de choses dans la manière dont on fonctionne. Ça, on peut en être quasiment sûr. Hein. Les progrès, là, ils peuvent pas être, ils sont lancés, quoi. Donc ça me paraît très irrationnel de parier que les progrès n'auront pas lieu. C'est bien de poser les questions en termes de pari. Par exemple, on pourrait poser la question de cette façon-là en disant, si vous devez parier, voilà, il y a deux scénarios possibles. Soit on commence les recherches sur le vieillissement vraiment à fond, on s'y met, et soit on le fait pas. Et vous pariez sur l'état futur de la société dans 100 ans. J'ai tendance à parier, c'est très incertain pour moi, mais j'ai tendance à parier quand même sur le fait que ce sera plus bénéfique si on fait ces recherches-là que si on ne les fait pas. Voilà. C'est juste ça que je suis en train de dire. Hein. Et je pense d'ailleurs une des raisons pour laquelle je fais ce pari-là, c'est que je pense que ça peut avoir une bonne influence sur la façon dont on se comporte sur des échelles de temps de cet ordre-là, parce que c'est un truc que j'ai pas eu l'occasion de dire, mais c'est vrai qui est intéressant, c'est de se dire aujourd'hui on commence à affronter ces défis qui vont être très importants pour le siècle à venir et pour les siècles suivants. Et les gens qui prennent les décisions, ils sont absolument tous convaincus, a priori, d'être morts, que ça ne les concerne pas vraiment, en fait, ces décisions, enfin, les effets de ces décisions. Parce qu'ils seront morts, tout simplement. Parce qu'on pense tous être morts d'ici 1 siècle ou 2. Voilà, 3 siècles, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est pas un peu irresponsable? Voilà, vous mettez les gens dans une situation un peu d'irresponsabilité, c'est-à-dire vous leur faire prendre des décisions dont l'impact est énorme pour les siècles futurs, et ils verront pas ces siècles futurs. D'une certaine façon, si on essayait un peu plus d'être là dans les siècles futurs, est-ce que ça ne nous responsabiliserait pas par rapport à ces actions-là? C'est pas idiot comme idée pour le coup. Alors malheureusement, il n'y a pas énormément de temps, à 17h à peu près, normalement on doit s'arrêter. Donc voilà, il faut faire assez rapide. Merci Lé, en tout cas pour Universal Eclipse. J'ai perdu une bonne journée là-dessus. Et du coup, je veux parler de conquête spatiale. Parce que en fait, je pense qu'avec la deuxième transition démographique qui serait l'abolition du vieillissement, il n'y a pas assez de ressources sur Terre pour que tout le monde ait le mode de vie actuel. Et je ne vois pas comment on peut envoyer des milliards de personnes dans l'espace. Ça ne me semble pas réaliste avec des fusées, tout ça. Limite, envoyer quelques gens qui se reproduisent là-bas, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros problème de ressources pour la première étape, qui est de la transition démographique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il y a un graphe, il faudrait que je le monte. Sur YouTube, je peux mettre des dessins, c'est cool, mais là, j'arrive pas. Il y a un graphe qui montre... parce que quand on parle de ressources, on parle souvent avant tout d'énergie, quoi. Je pense que c'est vraiment le bottleneck, le goulon d'étranglement, le truc qui peut poser problème, c'est l'énergie. Et en fait, si on regarde l'énergie qu'on reçoit sur Terre par le Soleil, l'énergie solaire, mais c'est des ordres de grandeur plus grands que toute l'énergie qu'on consomme, quoi. Enfin, la puissance qu'on reçoit à chaque instant, c'est beaucoup plus, des ordres de grandeur plus que ce qu'on a aujourd'hui. Une autre question importante, c'est celle de l'efficacité énergétique.
Et là encore, pareil, il y a énormément de progrès. Alors, typiquement en informatique, qui commence à être de plus en plus consommatrice, il y a énormément de projets d'hardware plus efficaces et tout. Donc, je pense qu'il y a plusieurs ordres de grandeur de progrès à faire en technologie. Enfin, en tout cas, on est très loin des limites physiques. En termes physiques, on a des ordres de grandeur, de progrès potentiels. Et à chaque fois, souvent les gens me disent, mais on ne sait même pas faire ci. Et ça, c'est un argument en faveur du fait qu'on est loin des limites physiques. On consomme 0,76% de l'énergie solaire en fait. Donc on consomme 0,76% de l'énergie solaire. Donc il y a de la marge. 0,16. 0,16. Bon. Et donc, du coup, il y a plusieurs ordres de grandeur, alors que l'augmentation de la population humaine serait un seul ordre de grandeur. Donc, voilà, si je me projetais, je me dis que voilà, il y a moyen de beaucoup. Enfin, je ne pense pas que les ressources énergétiques en particulier soient un problème à très long terme. Est-ce que le transhumanisme est quelque chose d'évitable? Est-ce qu'il faudrait l'éviter? C'est une question qu'on va se poser, parce que nous, on essaye d'informer sur le transhumanisme, mais on n'estime pas rationnel de dire qu'on va pouvoir éviter que le corps humain puisse évoluer et changer consciemment. Non seulement on ne sait pas que c'est évitable, mais on pense que c'est peut-être bénéfique. Que ça peut l'être en tout cas. On va réfléchir à ça et j'avais un autre truc. Allez, une nouvelle question. Bonjour, moi c'est Fred, et là, merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait sur YouTube. Et moi je pensais qu'il me semble que la mort en fait joue un rôle essentiel, que la mort joue un rôle essentiel pour les populations qui s'adapter à leur environnement. Et est-ce que si on recule de plus en plus la mort, il ne faudra pas toujours allouer de plus en plus d'énergie et de ressources, ne serait-ce que pour combler cette différence qu'il y aura entre l'individu et son environnement qui sont vraiment très différents? En termes de s'adapter à son environnement, il y a un truc qui marche beaucoup mieux que mourir, c'est les technologies. Quoi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'autre bout du monde aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un copier-coller d'ici. Tu peux modifier le corps humain, mais même sans modifier le corps humain, voilà, on peut avoir un McDo, on peut avoir un Big Mac à Shanghai ou je ne sais pas où. Quoi. Enfin, c'est-à-dire, on est très très fort pour s'adapter grâce aux technologies. Et j'ajouterais que tu n'es pas du tout adapté à ton environnement déjà. Parce que tu es un chasseur-cueilleur et voilà, tu ne vis pas dans un environnement chasseur-cueilleur, c'est pour ça que tu aimes bien le sucre et toutes ces choses-là et que tu as des risques d'obésité parce que tu n'es pas adapté à ton environnement déjà. Donc voilà, l'argument biologique il ne tient pas dans la mesure où en fait, s'il tenait, bah en fait, il faudrait, je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais on fait tout de travers en tout cas, c'est sûr. Donc l'argument biologique, oui voilà, on tue tout le monde, je sais pas, je comprends pas l'argument biologique, vraiment il est assez fou. Oui, en fait, il va falloir peut-être agir consciemment sur l'être humain plutôt que de vouloir tuer plein de gens, histoire que l'évolution puisse passer pour quoi. Belle question. Bonjour, merci déjà pour bien entendu. Merci beaucoup pour votre contenu. La question que je me pose, c'est du coup en fait ce que vous proposez indirectement, c'est de remplacer un darwinisme biologique par un darwinisme technologique. Est-ce que je serais pas plus à ça? Je suis pas sûr. C'est quoi le darwinisme? C'est l'évolution à son environnement, mais finalement qui se fait, au lieu de se faire par la mort, se fait par les technologies. Ça suppose pas l'élimination des moins aptes, là, en l'occurrence. Là, ça suppose pas l'élimination des moins aptes, ce qui est le moteur de l'évolution darwinienne. Donc ça fait quand même une différence importante, parce que sinon darwinisme, ça fait tout de suite, on pense à ça, quand on parle de darwinisme social, c'est vraiment pour en dire du bien. Donc j'aurais pas envie de parler de darwinisme technologique, il n'y a vraiment pas cette dimension-là qui est vraiment importante dans le darwinisme, qui est d'éliminer quelque chose pour faire la sélection. C'est simplement d'améliorer l'existant au contraire, donc c'est pas du tout la même logique quelque part. Il y a l'idée d'évoluer si vous voulez, mais pas du tout par le même mécanisme. La théorie de l'évolution, au cœur, c'est juste une équation différentielle. Hein. C'est y point est égal à f de y, c'est tout. Pas besoin de lui donner des interprétations d'objectifs. J'ai une question du coup. On parle beaucoup du futur, des solutions du futur. Mais si on pense à maintenant, par exemple, on voit très bien que quand on mange mal, quand on mange beaucoup de sucre, quand on ne fait pas de sport, on voit que le corps se cancer, des choses comme ça. Et on cherche une solution souvent extérieure à nous-mêmes, une solution qui est intérieure. Du coup, est-ce qu'on fait penser par rapport à ça, une solution intérieure? Alors, en fait, c'est assez drôle parce que effectivement, on vit à une époque où on est obsédé par les risques de ceci et de cela.
et d'adapter nos comportements par rapport à ces risques-là, dire voilà, j'ai lu telle étude qui dit que manger tel fruit augmente ou diminue tel risque, etc. Et on est vraiment ultra friand de ces choses-là, et en même temps, la cause la plus importante de tous ces risques, je veux dire, de tous les risques auxquels vous faites face, le vieillissement, c'est vraiment pire que tout, c'est évident. Mieux vaut fumer et pas vieillir que vieillir et fumer. Pardon, je l'ai mal dit, ça serait plutôt l'idée, vaut mieux fumer et pas vieillir que... C'est ça ? Que vieillir et pas fumer, voilà, que vieillir et pas fumer. Donc bref, ce côté, on est obsédé par les risques, par tous les risques de maladie et par tous les comportements qu'on peut adopter par rapport à ça. Ça rend très irrationnel le fait de se désintéresser complètement de la lutte contre la sénescence. Parce que si vraiment vous étiez prêt à faire des sacrifices, à travailler sur plein d'aspects de votre vie pour essayer d'augmenter votre espérance de vie, mais vous n'êtes pas prêt à travailler sur cette cause-là qui est vraiment de loin la plus importante, pourquoi? J'ai envie de dire, dans ce cas, n'en ayez rien à foutre et fumez. Clairement. En tout cas, collectivement, ça serait plus rationnel de dire aux gens, écoutez, fumez, on n'en a rien à foutre. De toute façon, au bout d'un moment, il faut bien que les gens meurent. Plutôt que leur dire, non, arrêtez de fumer, c'est vraiment super important. Par contre, la vieillesse, j'en ai rien à foutre. Vous vieillissez. Mais, non, mais disons, c'est bien la priorité. Alors, enfin, c'est un peu différent parce que le fait de fumer ou pas, ça dépend d'un comportement personnel, c'est plus simple d'arrêter. Mais disons, voilà, des deux causes, la plus importante, c'est clairement le vieillissement. On ne fait pas des prédictions déterministes, mais on fait des prédictions probabilistes. Typiquement, quand le médecin dit fumez tue, il dit que voilà, si vous fumez, vous avez plus de chances d'avoir un cancer du poumon. Ça c'est assez solide, c'est ce genre de raisonnement. Même par rapport mais c'est tous les raisonnements, dans mon livre j'en parle, tous les raisonnements en sciences, c'est toujours, voilà, si je fais ça, les probabilités d'avoir ci vont changer. C'est toujours le raisonnement que l'on fait. Ouais. Et ce qu'on veut, c'est maximiser les chances que ça se passe bien. Enfin, si on veut que les choses... On peut pas de toute façon dire que les choses vont bien se passer. Donc on peut que maximiser les chances que ça se passe bien. Et par extension, est-ce qu'il ne serait pas immoral de vouloir d'accepter de changer la morale, justement? Parce que pour moi, la morale, c'est quelque chose quand même qui est censé rester fixe et qui est censé rassembler les gens. Historiquement, non. Alors, je veux dire clairement non. Non, alors, excusez-moi, mais ce que je voulais dire, c'est que idéalement, la morale est quelque chose. Donc, effectivement, dans les faits, ça n'a pas toujours été le cas. La morale a toujours évolué et changé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'idéalement, peut-être qu'il serait préférable, on reste tous sur une base morale commune. Et, en pratique, c'est pas le cas. En pratique, c'est pas oui. Donc juste rajouter, soigner la vieillesse va pas. Enfin, il n'y a pas de raison que ça aggrave le problème, ni que ça. Enfin, ça me paraît pas convaincant en tout cas de dire que ça aggravera le problème. T'as dit un truc autour du fait que c'était pas rationnel de vouloir que tes croyances morales changent. Et je pense que c'est assez faux. Si vous imaginez, si t'étais né, je sais pas, au mauvais endroit, dans la mauvaise communauté, t'aurais pu avoir des croyances extrêmement racistes et homophobes. Ouais, un mauvais temps, par exemple, tu serais né à une mauvaise époque. Tu voudrais, là, toi, que tu ne restes pas sur les mêmes croyances. Donc, rétrospectivement, tu peux te dire que tu aurais voulu ne pas garder tes mêmes croyances morales. Et tu peux te faire exactement le même raisonnement par rapport à ici maintenant. Je suis à peu près sûr que parmi nos intuitions morales, il y en a beaucoup qu'on regardera comme absolument épouvantables dans le futur. Et celles-ci, si je suis encore vivant à cette époque-là, je voudrais ne plus les avoir à ce moment-là. Ouais, idem, les enfants, quand ils naissent, ils n'ont pas une notion de partage, ils apprennent ça au fur et à mesure. Et, Ok, alors, donc merci. Moi, j'avais pas trop réfléchi à cette question-là avant et ça m'a plutôt convaincu. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le cas des gens ici, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a peu de vieux. Et, mais je pense que, est-ce que ça représente quelque chose? C'est-à-dire que si je parlais de ça à ma grand-mère, j'aurais du mal à le croire. Je pense qu'avec l'âge, on s'habitue à l'idée qu'on va vieillir, et donc on est peut-être moins convaincu. Ma question est plutôt pragmatique, c'est comment, donc si notre objectif ce serait de mettre beaucoup d'argent, peut-être autant que pour guérir le cancer ou le sida, etc. Comment est-ce qu'on peut convaincre une population qui vieillit et qui s'est du coup habituée à être OK avec le fait de mourir, et peut-être une grand-mère qui a son mari qui est en train de mourir du cancer, elle aura plutôt envie qu'on s'occupe du cancer et se dirait c'est pas prioritaire. Enfin voilà. Est-ce que vous avez une question de pragmatiquement comment est-ce qu'on peut essayer de convaincre les gens? Voilà.
Alors, bon, c'est pas facile, c'est pour ça qu'on fait ce genre de rencontres. Mais je pense que ça peut évoluer assez rapidement. Enfin, ça peut évoluer en tout cas. L'exemple que j'ai en tête, c'est le revenu universel. Voilà, le revenu universel, moi j'ai entendu parler de ça pour la première fois vers 2012-2013. Puis voilà, en 2014, j'ai commencé à être convaincu. Et à chaque fois que j'en parlais, les gens me riaient au nez parce que voilà, c'est complètement utopiste, c'est pas réaliste, blablabla. Et moi, je pensais en 2014 du coup que ça n'aurait jamais lieu, enfin, que c'était impossible. Et c'est fou à quel point ça a évolué, quoi. Notre relation du grand public au revenu universel, indépendamment de est-ce que c'est bien ou pas. Hein. C'est fou à quel point ça a évolué, quoi. Donc je pense que ce genre de choses peut également pas mal évoluer. Je pense qu'on sous-estime un peu la vitesse à laquelle ce genre de positions peuvent évoluer. Pas mieux. Alors je voulais savoir si reculer ce vieillissement... Ça mettait la pression. Si la dernière question, elle a intérêt à être réussie. Je voulais savoir si reculer ce vieillissement, c'est pas, donc, sur plusieurs centaines d'années, voire le supprimer, c'est pas donner la vision au public qu'il peut être immortel. Et donc déjà qu'aujourd'hui on est dans une société qui est surprotégée, on veut à tout prix éliminer le risque où que ce soit. Est-ce que ça ne va pas justement nous empêcher, nous encore plus accentuer ce phénomène-là, et finalement, à force de vouloir supprimer cette mort de la vieillesse, est-ce que ça ne va pas nous empêcher de vivre notre vie? Alors, réfléchissez à la réponse, merci. Justement, un instant, un petit livre qui a été écrit par Alexandre. C'est tout petit, c'est écrit gros, c'est super facile à lire. Ça explique très très bien pourquoi le transhumanisme. Donc c'est là, je crois que ça coûte 3 €. Ouais, voilà, 3 €. Bah... la question est finie là. Oui, la question est finie. On n'a pas répondu encore. Okay. Et maintenant, je me souviens même plus de la question. C'était quoi la question déjà? Oui, donc la question autour de savoir si la perspective d'être immortel nous rendrait absolument avers au risque, donc on n'oserait plus sortir de chez soi. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincu que ce soit un gros problème, encore une fois. La mortalité, je pense qu'on peut avoir ce genre de réaction qu'on soit, voilà, quel que soit le moment où vous avez peur de mourir. Enfin, moi, ce que ça m'a changé, c'est je sens que le futur de l'humanité est voilà, peut-être le mien, quoi, si j'arrive à vivre plus longtemps, en tout cas en partie. Et du coup, ça fait que je me sens beaucoup plus concerné par le futur de l'humanité. Bon, il n'y a pas que pour ça, mais voilà, je pense que le futur de l'humanité, ça serait bien que ça se passe bien, quoi. Et si on se pose les questions de à quoi ressemblera le futur de l'humanité, on en vient assez rapidement à se poser les questions de ce qu'on appelle les risques existentiels, c'est-à-dire les trucs vraiment catastrophiques qui peuvent arriver à l'humanité, genre destruction complète de l'humanité. Et en fait, il y en a. Si on réfléchit un tout petit peu, on se dit, voilà, là, il y a peut-être une probabilité 1 sur quelques centaines de millions qu'il y a un astéroïde vraiment énorme qui tombe sur la Terre, et là, on serait vraiment dans la merde. Il y a peut-être un super volcan qui va exploser, et puis, voilà, moi, je suis particulièrement concerné, enfin, quand c'est en anglais, j'ai particulièrement peur des risques liés à l'intelligence artificielle et aux drones tueurs, qui, voilà, je pense que c'est vraiment des risques très importants. Donc, le fait d'avoir cette vision à long terme, m'a fait donner plus d'importance à des problèmes qui, du coup, je pense, en fait, sont vraiment plus importants. Donc, voilà, c'est pas que négatif. Et voilà, du coup, il m'indique mon livre, ça c'est mon livre, donc vous pouvez le retrouver à EDP Science, vous pouvez le trouver sur Internet. Ouais, mais je vais pas pouvoir les vendre. T'as fini de répondre? Ouais, je parlais de mon livre. Ah, ok. Donc c'est un livre sur la formule du savoir qui est ce que j'appelle la formule du savoir, qui est en fait la formule de Bayes, qui est une loi des probabilités. Et le but de ce livre, c'est essayer de dire que si on prend au sérieux cette équation, en fait, on peut vraiment comprendre comment penser de façon très générale. Et vraiment, la thèse de ce livre, c'est que la bonne façon de penser, c'est d'utiliser le langage des probabilités, notamment conditionnel. Voilà, donc il y a beaucoup plus d'informations, il y a plein de liens avec les philosophes, les statisticiens, les mathématiciens, les informaticiens et tout ça, et c'est un livre absolument génial. Merci. Avant de clore cette session, Didier, quand même, on va faire une petite annonce, donc tu as 1 minute. Oui. Donc, cela fait plus de 10 ans que je me passionne pour ce sujet et j'essaie toujours de comprendre
Pourquoi est-ce que les gens ne commencent que maintenant à se passionner pour cela? Je pense qu'une des raisons, c'est parce que ce qui est utilisé souvent comme langage par rapport à une vie en bonne santé beaucoup plus longue est un langage négatif. Par exemple, il y a des gens qui ont cette idée que ça augmentera les inégalités sociales, alors qu'en fait ça les diminuera parce que la première source d'inégalité sociale dans un pays comme la France aujourd'hui, c'est le droit des successions. Ok, mais bon, ça ce serait sur le fond. Pour permettre aux gens d'avoir une vision plus positive, il y a un concours qui se tient pour le meilleur court-métrage de film relatif à la longévité, avec comme premier prix 10 000 $, comme deuxième prix une rencontre d'1 heure avec Aubrey de Grey, le spécialiste mondial de la question, comme troisième prix une rencontre de 2 heures avec Aubrey de Grey. Non, c'est pas vrai, c'est la blague. Et donc ici, vous pouvez avoir le petit tract si vous le souhaitez et faire ce concours. Donc, et vous avez aussi les sites internet qui sont indiqués dessus. Et alors, petit message spécifique pour les membres de l'AFT, il y a une petite photo de groupe qui se tient dans 47 secondes environ. C'est tout. Merci. Voilà, bah, merci à tous. C'est la fin. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être un instant. On va s'arrêter là. Merci. Merci, Jenny. Et puis, à la prochaine, il y aura sûrement d'autres comme ça à l'occasion. N'hésitez pas à venir au camp. Et si vous connaissez tous Monsieur Pi et Elie de France Science, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur YouTube si vous n'avez pas déjà fait. Ce serait terrible. Je vais faire ma groupie. Lé, est-ce que vous voulez bien me dédicacer avec plaisir. le bras, c'est vrai? Ça serait super. Merci. Ça serait vraiment super.